Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on vous emmène retrouver Paul Robert qui est conseiller agricole et il va nous parler de ce qui est selon lui nécessaire pour faire progresser l'agriculture de conservation et de régénération en France. C'est parti! Donc, je vais vous présenter très rapidement qui on est. Donc, nous, on va se focaliser uniquement grande culture, donc culture industrielle et scope. Et puis l'idée, c'était de vous faire un petit point de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on a évolué aujourd'hui, comment on accompagne et quelles sont les perspectives d'accompagnement, quoi. Donc Novalis Terra aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est quand même de l'accompagnement individuel d'exploitation agricole. On fait Hauts-de-France, Normandie et Belgique, grosso modo. On suit 180 exploitations. Profil très semi-direct, ces exploitations, parce qu'elles ont tout un semoir de semi-direct. Mais on n'est pas du tout sur une approche dogmatique du semi-direct. On le verra, c'est pas une fin en soi pour nous, c'est plutôt un moyen. On a un côté accompagnement de groupe où on accompagne Ecofit, qui est un regroupement de 10 GI2E, Solanco aussi, qui est un GI2E dans le pays de Caux. On a une activité R&D qu'on a commencé dès le début, puisque l'important c'était vraiment d'arriver à flécher des changements de pratiques et avoir comme ce qu'a le CNA à remettre de la recherche et pour aller déterminer de la fertilisation, de la génétique, etc., adapté à ces pratiques-là. Et aujourd'hui, on fait aussi de la R&D sur des produits de biocontrôle, de biostimulation, ce qui nous permet de financer en partie notre R&D avec des clients qui viennent nous demander de tester des produits en agriculture de régénération, des conditionneurs de sol, des choses comme ça. Comment ça fonctionne dans des sols dégradés, comment ça fonctionne dans des sols qui fonctionnent un peu mieux. Et ça les intéresse d'aller voir ça. Et nous aussi, ça nous intéresse pour voir quel est le retour sur investissement et la pertinence de ces produits-là dans ces types de production-là. Et puis on a toute une côté j'ai plein de petits voilà. On a tout un côté gestion de projet où finalement on a commencé avec notamment Earthworm, donc il y a deux grosses assos, Earthworm pour une agriculture du vivant, on travaille avec les deux, on était au comité scientifique d'Earthworm, qui a ramené des gens comme Nestlé avec la purée mousseline sur tout ce qui était pommes de terre en agroécologie, mais on travaille beaucoup aujourd'hui avec des agro-industriels comme McCain, c'est un gros projet depuis 4 ans, Saint-Louis Sucre, l'ART, donc c'est les raffineries Thiers-les-Montois, c'est le même groupe, c'est Sud-Sucre qui est en Belgique. Autour des légumes, on travaille avec Bonduel, Ardo, Expandis qui font légumes, pommes de terre aussi. Donc voilà, on a une activité assez large, gestion de projet très culture indus finalement, où ils viennent nous chercher pour aller mettre en place avoir des notions concrètes sur le terrain, comment on déploie de l'agriculture de régénération en limitant le risque et en accompagnant les agriculteurs pour connaître du savoir-faire. On est moins dans le volet formation que plutôt sur l'accompagnement technique et dérisquer la transition avec les agriculteurs, les accompagner dans la mise en place, dans la mise en pratique. Donc on est vraiment des acteurs très terrain, beaucoup moins formation, etc. D'ailleurs, on est assez discret sur tout ce qui est communication, sur ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a une équipe, on est 4 salariés, donc on est une petite équipe. Il y a Angèle, notre responsable R&D, Sébastien, qui est double actif agriculteur, qui a une exploitation d'ailleurs à Pont-de-Mer en semi-direct, Joseph, un apprenti, et puis à côté de ça, on s'appuie sur pas mal de collaborateurs avec lesquels on va chercher de la technicité quand on n'en a pas, ou alors pouvoir aller faire de l'accompagnement. Donc on travaille pas mal avec Guillaume Chédru, qui est dans le pays de Caux, à Goderville, Géraud dans la Sarthe, en Belgique, qui est depuis très longtemps, qui doit avoir 20 ans ou 30 ans de semi-direct. Nicolas Mourier, plutôt secteur amiénois. Stéphane Olivier, qui est assez présent sur tout ce qui est réseaux sociaux, plutôt dans la Chartre. Et puis Baptiste Rumet sur tout ce qui est santé du végétal. Santé, donc lui, il travaille beaucoup sur tout ce qui est EM, EF, Redox, etc. Et notamment, il accompagne pas mal de gens en culture industrielle sur réduction de phyto là-dessus. Et puis, on a un partenariat Gaïa Consultant. Nous, on a la partie vraiment très technique, tout ce qui est monitoring, certification, etc. C'est pas notre truc. Et donc là, on s'accompagne de Gaïa, qui eux sont conseils stratégiques et spécifiques. D'ailleurs, comme nous, je vais y venir.
Nous, on est conseil spécifique phytosanitaire, donc on a la capacité d'accompagner des agriculteurs dans le conseil là-dessus. Eux, ils sont centres de formation, ils font tout ce qui est certification, HVE, Global Gap, etc. Ils font de l'aide pour les agriculteurs sur tout ce qui est dossier PAC, etc. Et puis notre cœur de métier sur de l'accompagnement individuel, comment on travaille, on organise des tours de plaine de groupe, du mailing technique, on organise des visios thématiques aussi, un peu comme ce que fait le CNA, et c'est vraiment inspirant. Et puis on organise beaucoup des petits points plaines vidéo très courts pour contextualiser, pour ramener les agriculteurs, pour amener le terrain aux agriculteurs qui n'ont plus vraiment la place, le temps de se déplacer. C'est très problématique aujourd'hui d'essayer d'aller faire des tours de plaine et d'avoir du monde. Donc notre but, ça a été de ramener le terrain aux agriculteurs en faisant des petites vidéos instantanées sur le terrain. Voilà, ici, je suis sur un champ de lin dans tel secteur. Il y a eu tel itinéraire technique. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà les points d'attention. Voilà ce que je ferai. Et ça fonctionne très bien, mais ça marche dans l'instantanéité. C'est-à-dire que si vous prenez une semaine pour aller remettre des trucs sur la vidéo, c'est mort, ça fonctionne plus. En XP, on a 35 essais cette année, essais variétaux, toujours tout ce qui est mélange, travail du sol. Alors on essaye par exemple des EM, des comparaisons d'ITK. On a pas mal travaillé sur tout ce qui était matériel, notamment precision planting. On travaille sur le salissement, le parasitisme et tout ce qui est fertilisation, micronutrition, etc. Je vous en parlerai après. Ouais, j'essaie d'être très concis et de court parce que j'ai pas grand temps. L'idée là, c'était plutôt l'historique du déploiement. Donc on est parti quand même très semi-direct sous couvert végétal au démarrage de Novalistera, et puis on a pas mal après accompagné des agro-industriels sur la culture industrielle. Finalement, ce qu'on a vu au début, c'était vraiment quelle maîtrise du semoir. Les implantations de culture d'automne sous couvert, maintenant c'est fait, on sait faire, il y a plus de débat. La réussite des couverts végétaux avec l'arrivée des semoirs à dents pointe fine pour aller avoir des forces de pénétration, des capacités d'aller mettre les graines, bien positionner les graines, ça a permis de faire un bond et de sécuriser vraiment ces itinéraires-là. Et puis ce qu'on a vu sur des itinéraires très scopes, c'est que ça a permis tout de suite d'aller vraiment casser les diminutions de charges matérielles, ce qui peut représenter jusqu'à 45-50% des charges chez un agriculteur, et c'est beaucoup trop élevé par rapport au reste du monde. Ça nous plombe au niveau économique. Donc ça, c'est vrai pour des systèmes scope. Par contre, l'accès au semi-direct, au couvert, etc., dans des systèmes culture industrielle, ça fonctionne beaucoup moins, parce que finalement, on écrase beaucoup moins les charges, puisqu'on a besoin de tout le matériel. Du matériel de travail du sol, du matériel, etc. Et donc, on en a, mais moins que sur de la grande culture, quoi. Ce qui a été extrêmement important pour les réussites et qui était souvent des facteurs de diminution de rendement, c'était comment on adaptait la fertilisation sur ces systèmes-là, comment on se remettait en cause. Donc, il a fallu qu'on comprenne quelles étaient les dynamiques de minéralisation des matières organiques entre du travail du sol, du labour et puis du semi-direct, de se rendre compte que si on n'accompagnait pas un changement de pratique par des changements d'itinéraire globaux, ça fonctionne pas. Il faut remettre en cause ce qu'on a. Je change quelque chose sur mon itinéraire, quels vont être les impacts sur le sol, sur la biologie, sur la fertilité et donc sur mes actions. Et donc, il faut changer la fertilisation, et ça a permis de sécuriser la transition, de maintenir des rendements, de comprendre qu'au démarrage, il y avait besoin d'azote, il y avait besoin d'équilibrer les C sur N des rations, et donc on avait différents leviers. L'azote minéral, c'en est un, mais au niveau environnemental, c'est pas top, et puis ça a quand même beaucoup d'effets négatifs. Mais tout l'impact des couverts végétaux, des légumineuses, d'aller produire de l'azote organique pour aller compenser le C sur N des pailles et ramener une ration au sol équilibrée, quoi. Donc ça, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire, hein. Évidemment, je dis pas qu'on est tout derrière, mais en tout cas, pour la transition, c'est quand même des choses qui sont plutôt bien fléchées aujourd'hui pour accompagner les agriculteurs en grande culture. Les cultures de printemps, ça a été un petit peu plus compliqué parce que on manque de température chez nous. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions du Gers. On n'est pas du tout 15 minutes. Ok, faut que je fasse vite. Ici, on est sur des adaptations de semoirs, de semi-direct, de maïs, et ça fonctionne plutôt assez bien chez nous. Ouverture de la ligne, dégagement de la ligne, un petit coup de ressemeur, et on se rend compte qu'il faut de l'innovation matérielle pour y arriver.
Par contre, il y a d'autres cultures de printemps sur lesquelles c'est beaucoup plus compliqué. Betterave en semi-direct, lin fibre de printemps en semi-direct, ça peut marcher, mais c'est pas robuste comme itinéraire parce que il y a des années où ça fonctionnera pas, où on sera moins performant. Et c'est quand même les bases de rentabilité, donc c'est un trop aléatoire. On n'a pas le manque de température, peut-être que le matériel est pas assez évolué, mais je pense que c'est plus des questions de réessuyage. Et donc, je pense qu'il faut absolument pas avoir de dogmatisme. Le semi-direct, c'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen d'aller améliorer la fertilité des sols. Les couverts en sont un, voilà. Et il y a eu vraiment une problématique, à mon avis, qui a contrarié un peu l'innovation. C'est ce dogmatisme de dire on ne touche à rien. Et qui est encore présente. Malheureusement. C'est un moyen, c'est pas une fin en soi d'aller faire du semi-direct pour moi. Les couverts permanents, on a pas mal testé, notamment sur toutes les régions Hauts-de-France. On teste encore, hein, j'en ai encore qui en vont. Le problème, c'est que c'est une grosse complexité. Le pourcentage de réussite sur l'homogénéité, etc., est pas évidente, surtout avec des hauts niveaux de production où on a une occultation à la lumière important. Ça fait vraiment augmenter les IFT herbicides. Et donc, le côté désherbage sur des couverts à durée indéterminée, sur des itinéraires paille où on maintient une luzerne, ce qui se faisait très bien chez Hubert Charpentier avec la diminution des molécules, plus sur des contextes où on est très productif dans le Nord, très compliqué. Ça tient quand, pour moi, il y a un couplage avec de l'élevage et une valorisation. Ça tient très bien. Ça peut tenir sur la maintien du désherbage avec des trèfles blancs nains maintenus pendant 1 an, mais on n'est plus sur du couvert à durée indéterminée, on est sur du couvert à durée déterminée, pour moi, où on va vraiment chercher les spécificités d'une chose, et ça peut tenir, par exemple, sur des structurations, où on va utiliser ces propriétés-là, par exemple, dans des systèmes très culture-indus, pour aller redonner de la verticalité sur des sols qui sont complètement défoncés à plus de 40 cm, où on ne sait pas aller mettre du métal. On a travaillé pas mal sur tout ce qui était santé du végétal, en se disant mais comment on peut sortir un peu de la chimie pour améliorer la santé du végétal. Et en 2019, on est pas mal parti sur tout ce qui était approche John Kempf, pyramide de santé de la plante, repérer les stades physiologiques, faire de l'analyse de jus de sève, aller corriger les équilibres pour rendre une plante plus efficiente, aller chercher du rendement et aller chercher de la santé de la plante. On s'est occupé, ok, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il faut commencer à assimiler? Quel oligo-élément il faut mettre? À quelle mesure? Donc, on a fait plein de tests d'assimilation de différents éléments. Et en fait, selon les cultures, c'est plus ou moins efficace, etc. On a essayé de chercher des corrélations. Il y en a certaines, mais c'est quand même assez complexe. Je rentre pas dans le détail. Vous comprenez bien, c'est juste un support pour vous montrer ce qu'on a fait. Et puis, on a essayé pas mal de choses sur des tests micro-parcelles avec de la micronutrition sur colza. Bon, forcément, là, dans les essais, on est à 55 quintaux de moyenne, donc il manquait peut-être pas grand-chose. Mais en fait, à chaque fois, ce qu'on s'apercevait, on l'a fait sur blé aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on ramenait des oligos plus des analyses de jus de sève, en termes de rendement sur ces cultures-là, on n'avait pas d'essai. On n'avait pas d'effet significatif. On l'a fait sur betterave aussi, avec analyse de jus de sève, on corrige, etc. Vous voyez les mélanges oligo plus acides aminés. Finalement, en termes de rentabilité et de simplicité pour l'agriculteur, le témoin était souvent ce qui ressortait le mieux. Pardon? On en reparle. Et du coup, non, mais c'est quand même une super information, c'est que faut voir la complexité qu'on demande aux agriculteurs pour aller mesurer les analyses de jus de sève. En fait, tout part du sol, c'est surtout ce qu'on va voir, et que finalement, il y a beaucoup de sols qui sont pas du tout en état. Et on va chercher la dernière pierre à l'édifice au lieu de s'occuper du dessus. Ici, vous voyez quand même des effets sur pommes de terre. Témoin plus oligo et référence agriculteur 100% phyto. On a un effet sur santé de la plante. Par contre, je vous ressors les rendements. Pas les rendements, pardon. Je vous sors la marge nette. C'est le témoin agriculteur 100% phyto qui sort le mieux en pommes de terre. Alors, il y a peut-être plein de choses qu'on n'a pas vues, mais voilà. Par contre, ce qu'on voit, c'est que si on cherche à diminuer les IFT et les phytos, c'est par la micronutrition qu'on va y arriver. Ici, on a testé pendant 3 années successives sur la même parcelle des TCO. On voyait des choses intéressantes sur les vitesses de propagation des maladies. Mais pareil, en termes de rentabilité, c'était pas toujours ce qu'il y avait. Donc finalement, pour moi,
La conclusion, c'est micronutrition, pas ou peu d'effet sur le rendement, par contre, effet intéressant sur les maladies. En termes de retour sur investissement, si on prend juste le retour sur investissement à l'année, sur des grandes cultures, le plus simple, c'est d'aller sur du classique aujourd'hui, sur le court terme. À moyen ou long terme, je dis pas forcément la même chose. Et puis, attention, rentabilité, complexité, gestion du risque des mélanges pour les agriculteurs, où on leur demande d'être des chimistes au bout d'un moment. On va mélanger du cuivre, du fer, du zinc. Vous avez un tonneau où il y a 70 hectares, où il y a 3000, 4000, 5000 balles dans le tonneau qui prend en masse. Derrière, où est-ce qu'est la rentabilité, où est-ce qu'est la complexité? On a aujourd'hui, vous en avez parlé, des sensing qui arrivent, qui sont super intéressants. Mais quid en culture annuelle, est-ce qu'on va aller chercher de la rentabilité avec ça? Si on nous oblige ou si on veut aller dans de la diminution de phyto, oui. Si on veut produire en étant compétitif sur le marché mondial et que nos céréales ils vont en Algérie, dans le Maghreb et qu'ils en ont rien à foutre de savoir s'il y a 1 ou 2 IFT, non, à mon sens. Je suis pas en train de prôner le 100% phyto, hein. Attention, c'est juste, je vous dis ce qu'on a testé et ce qui leur sort aujourd'hui. On a testé les thés de compost oxygénés, les thés de compost aérés, et certainement pas aussi poussés. C'est hyper intéressant. Par contre, la complexité pour les agriculteurs à faire et les sources d'erreur, les sources potentielles d'erreur est énorme en culture annuelle. Le temps, l'anticipation, c'est très compliqué et les résultats sur les plantes annuelles en système conventionnel, on a vu des choses très intéressantes sur les propagations de maladies, mais on a vu des choses qui étaient quasiment plus simples à faire avec des extraits fermentés ou avec des biostimulants du marché. Voilà. C'est ma vision, hein, c'est pas forcément. Donc, c'est vrai qu'extrait fermenté, rapide, facile, action de santé préventive, plus un intérêt sur la nutrition. Et finalement, aujourd'hui, on est plus à utiliser tout ce qu'on a fait sur anticiper les carences par rapport aux conditions du milieu, plutôt que d'essayer d'analyser, de voir où sont les carences et de corriger. Parce que souvent, on arrive trop tard. On continue à faire des analyses de jus de sève dans des milieux pour voir où est-ce que sont les blocages, qu'est-ce qui va pas, et on essaye d'anticiper plus tôt. Et on voit que plus, notamment par des enrobages de semences, plus on intervient tôt, plus on a du risque, plus on a des chances d'aller jouer sur le rendement. Dès qu'on intervient après le talage, après le pied 1 cm, on n'est plus sur du rendement, on est plutôt sur de la santé de la plante pour éviter qu'elle devienne malade. Et donc, aujourd'hui, en tout cas sur le conseil agriculteur, on part quand même sur des extraits fermentés, sur des choses un peu plus faciles, entre guillemets, à aller chercher en termes de facilité d'accès sur des soufres micronisés, des oxychlorures de cuivre, des barrières physiques, et sur des biostimulants comme des phosphonates de potasse, des choses comme ça, qui donnent des effets. Mais en fait, ce dont on se rend compte réellement, c'est pour aller chercher de la santé du végétal, il faut de la simplification, il faut de l'anticipation, il faut absolument avoir une gestion du risque pour les agriculteurs, et puis il faut vraiment aller chercher retour sur investissement. Et donc je rejoins complètement ce côté économique qui doit être central. Et ce qu'on voit pour moi, hein, c'est que la biostimulation, c'est vraiment la dernière petite chose. Et il y a plein de recherches, c'est hyper stimulant, mais dans combien de fermes, je vois que on a des sols qui sont pas en place, alors que c'est des gars qui sont depuis 10 ans en semi-direct. Mais c'est pas parce qu'ils sont depuis 10 ans en semi-direct qu'ils ont pas des problèmes de compaction, des problèmes de turnover de la matière organique, etc., qui vont pas. Des mauvaises qualités d'implantation des cultures. Hein, une culture qui part mal, vous avez beau faire ce que vous voulez en biostimulant, la base, elle est déjà là. Et elle est, pour moi, peu d'agriculteurs arrivent à l'avoir. La génétique est bien au-dessus de ça. La gestion de l'adaptation des conditions de traitement, quand est-ce que je dois aller traiter, en quelles conditions de température, d'hygrométrie, avec quelle qualité de l'eau, il faut déjà maîtriser tout ça, à mon avis, avant d'aller bien sur de la biostimulation. Et donc finalement, sur l'accompagnement, on revient beaucoup sur des bases, sécuriser le sol, propriétés physiques, chimiques, biologiques, l'impact de la matière organique.
Les problèmes de compaction, surtout dans les lieux où je travaille, sont hyper importants. On a des machines qui sont trop lourdes. On intervient. L'augmentation de la puissance des tractions, c'est pas accompagné d'une augmentation de la largeur des outils, mais d'une augmentation de la vitesse de travail, ce qui a un impact extrêmement fort de dégradation des sols. L'énergie, c'est la masse fois la vitesse au carré. Vous travaillez un labour à 10 km/h par rapport à un labour à 5, ça n'a rien à voir. Un TCS à 10 km/h par rapport à 5 n'a rien à voir. On fait du fin, on pulvérise. Et quand on fait du fin et en plus qu'on repasse avec des machines dessus, on fait de la compaction. Et donc, un des premiers leviers, c'est ça, comment on arrive à aller accompagner les agriculteurs déjà pour sécuriser les sols. Dès qu'on va aller sur de la réduction de travail de sol, notamment sur des terres à très forte potentiel agronomique, sur des limons battants qui ont tendance à se reprendre en masse. Vous faites du semis direct au début sans aller regarder, sans faire de la fissuration. Vous pouvez avoir des pertes de rendement de 20-30% très facilement, très rapidement. Les équilibres chimiques, on a vu des baisses de consommation d'engrais, ce qui est bien, mais attention, dans un premier temps, quand on réduit l'intensité du travail du sol, on va réduire la minéralisation, et donc il va falloir compenser dans un premier temps pour éviter d'avoir des baisses de fertilité des sols. Ça, c'est extrêmement important. Il y a une deuxième chose sur laquelle il y a beaucoup de confusion, c'est tout ce qui est statut acido-basique, pH, équilibre, calcaire, calcium, magnésie, potasse, sur lequel c'est pas forcément maîtrisé, et c'est des bases agronomiques. Vous ressortez les Soltner, c'était déjà là-dedans, et c'est pas maîtrisé. Et on va parler de biostimulation quand ça, c'est pas maîtrisé, mais c'est normal que ça fonctionne pas. C'est normal que les essais n'arrivent pas à produire quelque chose si la base n'est pas déjà là. Donc, la base, c'est équilibrer les bilans humiques, c'est déjà un. Et ce qui va péter, à mon avis, dans le pays de Caux, c'est l'arrivée des pommes de terre, des légumes, etc., sur lesquels les bilans humiques sont pas équilibrés, facteur d'érosion énorme, et ça va nous péter à la figure, ça c'est sûr. Comment on gère le choix des organiques et comment on gère la digestion des pailles, etc., en fonction de ce qu'il y a. La qualité d'implantation, elle est clé. Alors c'est un seul essai, mais quand je vous ai montré avant toute l'énergie qu'on a mis dans essayer d'aller faire de la micronutrition, etc. Ici, c'est rendement betterave avec un semoir plutôt très haut de gamme, référence agriculteur, évolution du semoir avec juste une différence de roue de rappui, etc. C'est 20% de rendement en plus, avec des réglages automatiques qui vont se faire en fonction des conditions d'humidité du sol, 30% de rendement en plus. Je n'ai aucun essai dans lequel je retrouve des niveaux de rendement, d'augmentation de rendement comme ça. Même s'il est certainement un peu délirant. Et donc peut-être qu'on se concentre trop parfois sur aller chercher de la biostimulation, des trucs qui sont géniaux en conditions labo, au lieu d'aller revenir sur des bases. Le premier facteur déterminant après la fertilité physique de sol pour des cultures de printemps, c'est l'homogénéité de levée sur des cultures de printemps. Et c'est pas parce qu'on fait du non-labour qu'on doit oublier ça. La gestion de l'azote en aparté, c'est capital. On a essayé pas mal de trucs avec des azotobactères, avec des blouènes, avec des acides aminés, etc. Bon, l'évolution des marges par rapport aux témoins, alors c'est que des essais, peut-être mais c'est pas toujours net. On a essayé des choses avec des climax, par exemple, qui sont des extraits de levure et d'acides aminés qui avaient l'air de pas trop mal fonctionner. Ce que je veux vous montrer, c'est pour moi les plus grosses réussites, c'est ça. C'est d'aller réussir à faire cracher 110 unités d'azote à un couvert pour aller faire une betterave qui fait 110 tonnes derrière avec 30 unités d'azote. Le plus gros levier, il est là, plutôt que d'aller chercher. Alors évidemment, en termes commerciaux, en termes même pour l'agriculture, il faut gérer le couvert. On va investir 100, 120, 150 euros dans le couvert. C'est un investissement qui a besoin d'une expertise, d'un savoir-faire. Et c'est beaucoup plus complexe que d'acheter son big bag d'engrais et de l'avoir. La gestion du désherbage, elle est capitale là-dedans. Pour moi, il n'y a pas de dogmatisme à avoir. Il faut combiner tous les leviers. Et j'ai des gens qui étaient des 100% laboureurs qui viennent me voir pour du semis direct parce qu'ils sont enfouis de raies gras sur 30 cm. Ils ont compris que le semis direct était un levier
et des gars qui étaient 100% en semi-direct, qui reviennent à refaire un labour léger pour repartir sur des situations plutôt que d'aller enchaîner 3 cultures de printemps pas rentables, voire avoir des programmes IFT en désherbage qui sont délirants, quoi. Et puis, il y a une vraie question à se poser sur la place de l'élevage, qui est malheureusement complètement décimée, mais le meilleur moyen qu'il y a aujourd'hui pour aller virer des raies gras et des vulpins, c'est mettre 2 ans de prairie temporaire. Donc, comment on la valorise? Et on se pose même la question dans des systèmes culture industrielle, même si on n'arrive pas à les valoriser la coupe de la prairie, de laisser 2 ans de prairie pour retrouver des niveaux de fertilité intéressants et augmenter 10 à 15 tonnes le rendement de pommes de terre derrière. Et donc, on pourrait mettre prendre une prime, par exemple, prairie, sans rien, et puis, derrière, si on arrive à aller faire 1 tonne de plus en lin et 10 tonnes de plus en pommes de terre, ça devient intéressant, finalement, de mettre de la prairie, quoi. Ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait mettre de l'élevage pour que ça soit vraiment intéressant. Time out. Eh ben, j'ai plus que 3 slides. Comment accélérer et sécuriser la transition? Pour moi, l'accès à la connaissance, il est extrêmement important. Et bravo à Vers de Terre, bravo au CNA pour ce que vous faites, c'est génial. Par contre, attention, il faut quand même arriver à hiérarchiser. C'est ce que je disais par rapport... Ça, c'est plus compliqué. Et contextualiser. C'est pas toujours évident. Deuxièmement, le collectif, il est extrêmement important pour faire émerger de l'intelligence, avoir un soutien, une mutualisation des moyens. Et puis, il faut qu'il y ait une montée en compétences, une montée du savoir-faire. C'est pas parce qu'on vous apprend à nager que quand on vous met dans l'eau, on vous montre comment nager, que quand on vous met dans l'eau, vous allez savoir nager. Il faut pouvoir accompagner sur le terrain, contextualiser, anticiper, adapter. Malheureusement, il n'y a pas une recette qui marche. Il faut prendre en compte toutes les contraintes de l'agri, orga, humaine, éco, et sans cesse faire évoluer le conseil par rapport aux conditions climatiques et de marché de l'année. Et sans ça, c'est difficile de... Voilà. Donc, pour moi, ce qu'il faut vraiment pour l'agriculteur, c'est arriver à simplifier les prises de décision qui sont de plus en plus complexes. Donc, voilà, pour gérer la transition, moi, dans un premier temps, je reviens sur des bases, équilibre des bilans humiques, gestion du C sur N, sécuriser la dégradation et la répartition de la matière organique. Et puis ensuite, c'est sécuriser, c'est à peu près la même chose, mais dans un premier temps, le premier levier, c'est quand même sécuriser l'enracinement, verticaliser, limiter l'affinage, stabiliser, propriétés chimiques, statut azisobasique, équilibre, c'est tout ce que j'ai dit, je me répète. Et puis, je voudrais juste finir là-dessus, c'est ce que j'avais déjà dit, mais il faut absolument sécuriser les bases avant d'aller en haut, quoi. Donc, en premier, c'est structure du sol. Ensuite, c'est qualité d'implantation génétique. Ensuite, c'est comment on observe et comment on adapte ces traitements par rapport aux conditions du milieu. Derrière, si on veut aller faire de la biostimulation, qualité de pulvérisation, dans quelles conditions j'y vais, quelle hygrométrie, avec quelle qualité d'eau, pour ensuite aller faire de la biostime. Et aujourd'hui, on vend parfois du rêve sur la biostime, et puis 2 ans après, c'est démonté par les instituts officiels, mais certainement parce qu'on n'a pas été chercher ça. Voilà. Analyse de jus de sève, on travaille avec Novacrop. Analyse de sol, soit Célestalab, soit Terramea, soit Aurea. Enfin, on n'a pas de chapelle, quoi. La bêche. Voilà, la bêche et le pénétromètre. Grosso modo, c'est à peu près ça, quoi. Bêche, pénétromètre, c'est déjà, on fait déjà beaucoup de boulot avec. Donc, par rapport à Ecophyto, puisque tu as aussi pris cette entrée-là, comment les agriculteurs de ces plaines-là, de cette zone, se situent, perte de molécules d'un côté, et puis finalement, changement de pratique de l'autre. On voit bien qu'il y a un gros trou dans la raquette au milieu de ton graphique sur l'efficacité de tout ce qui va être biostimulation ou autre, pour arriver à la sortie des phytos, quelque part. Franchement, pour moi, la problématique, en tout cas en grande culture, régulation, protection fongique, c'est pas vraiment un énorme sujet, je pense. Pommes de terre, et puis tout ce qui est culture spé, quand même beaucoup plus. La grosse problématique, c'est le désherbage.
Et donc pour moi, on revient à essayer d'aller, c'est pour ça que je disais pas de dogmatisme, on va voir les bios, travail mécanique, binage, herçage, et comment on peut le combiner. Et en fait, il va falloir une agilité et de plus en plus de complexité pour l'agriculteur. Je suis en année humide, je prends mes racinaires. Je suis en année sèche, je vais chercher du binage. Il faut un petit peu d'innovation pour aller chercher des bineuses, du matériel qui passe dans des résidus. Mais il y en a de plus en plus, ça arrive, etc. Et la problématique, c'est le coût que ça va représenter pour les agriculteurs, pour rester compétitifs face à un marché mondial. Et la rotation, enfin voilà, hein, c'est, pour moi, il est vraiment là, hein, l'enjeu. Tesla, il a sur les gains en rendement par rapport au réglage des machines. C'est un semoir tempo monograine par rapport à un semoir monosème équipé avec du precision planting. Je sais pas si tu vois ce que c'est. D'accord, ok. C'était pas la même machine avec des réglages optimisés. Non, mais on aurait pu faire ça. Vous pouvez demander à Julien Hérault, il vous montre un graphique où il y a, je sais pas si vous avez déjà vu, Julien, il y a 12 courbes et en fait c'est le même semoir. Donc les comparatifs entre semoirs, mais il y a un vrai besoin d'aller réaccompagner des agriculteurs là-dessus sur des priorités. Juste changer des pièces d'usure sur des semoirs monograines, ça coûte 15 balles par élément. Combien le font? Et juste qu'il y a un moment, il y a une telle somme d'informations qu'on oublie de prioriser les actions, quoi. Et, question bête, où est la compétence? Parce que Julien Hérault, par exemple, c'en est un, mais quelle est la structure qui va permettre de former les... Normalement, c'est les agriculteurs qui devaient avoir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont devenus des meilleurs phytotechniciens que les vendeurs, mais ont oublié les compétences agro. Ouais, c'est de la méca. Il y a un moment, le cerveau peut pas tout faire en même temps, quoi. Hein, donc, faut prioriser un petit peu, quoi, je pense. Mais oui, c'est de la méca. Et un constructeur de machines, par contre, ce qu'il va faire, c'est il va venir comparer son nouveau semoir qui a des socs neufs par rapport à votre ancien semoir qui sème aussi bien que le nouveau. Mais il va pas vous dire non, faut changer tes socs qui sont usés. Mais regarde mon semoir, mon nouveau semoir, il sème beaucoup plus, mais 60 000 balles. Tu verras, tu gagneras. Mais parfois, ce que je veux dire, c'est plus facile pour un agriculteur d'aller acheter un produit que tu mets dans le tu vas prendre ton bidon, tu le mets, que d'aller prendre, parce que ça coûte 15 balles, mais pour aller changer un soc de semoir monograine, c'est très très chiant à faire. Donc le temps à passer en atelier, voilà. Et la tentation est pas forte d'aller, les conditionneurs de sol, d'aller acheter un produit plutôt que d'aller prendre une bêche et de réfléchir à comment remettre mon sol en état. Enfin, moi, ça me fait bondir, quoi. Mais bon.